Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir, parler, essayer d'expliquer un petit peu ces images que vous avez probablement vues dans les médias la semaine dernière, où vous avez un Airbus A320-200 de la compagnie LATAM qui a été endommagé suite au passage dans un orage, dans un cumulonimbus par de la grêle. Ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est de regarder un petit peu les faits. Dans un deuxième temps, de nous poser des questions sur ce fameux cône qu'il manque, le cône radar à l'avant, le radome. Ensuite, nous interroger un petit peu sur les vitres du cockpit qui ont été endommagées, comment sont fabriquées ces vitres, combien de vitres y a-t-il, est-ce que ça peut casser, avant de nous poser la question de la RAT, la Ram Air Turbine, qui a été sortie sur cet avion. Pourquoi est-ce qu'une RAT ça sort et à quoi ça sert? Regardez s'il y a eu d'autres cas similaires. Et spoiler, il y a eu des cas bien pires déjà par le passé, et finir par un petit topo sur le radar météo et les dangers des radars météo embarqués et comment est-ce que l'industrie, grâce au Wi-Fi maintenant, va pouvoir être mieux armée face aux dangers de la météo. Allez, c'est juste après le jingle. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Plus de 60% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. Ça nous aide pour des partenariats, pour aller faire des tournages à gauche, à droite. Allez, jingle. Roger, ball. Alors c'est un Airbus A320-200 de la compagnie LATAM. LATAM, c'est la holding, le grand groupe, c'est quand même un très gros groupe. Vous avez plus de 301 avions, du 319, du 320, du 321, du 767, du 777 et même des Dreamliner qui fait une multitude de destinations, 137 pour être précis, dans 24 pays différents et 40 000 employés. Pour vous donner une idée, Air France c'est 84 000 employés, 212 aéronefs, mais il y a également Transavia, toutes ces choses-là. LATAM, c'est quand même à 20% la propriété de Delta Airlines, à 10% la propriété de Qatar. L'or Airbus A320-200, il y en a 5 pour LATAM version Paraguay. Ils ont 174 personnes à bord. Ils sont basés à Asunción, qui est la capitale du Paraguay. Paraguay, où vous avez 7,4 millions d'habitants, c'est 74% du territoire français. C'est assez bas, hein. Le point le plus haut, c'est dans les 800 mètres. Et vous êtes loin de tout, au sens loin de la mer. Vous êtes à 611 km de l'Atlantique, vous êtes à 819 km du Pacifique au plus proche. Et la capitale, c'est donc Asunción, 43 mètres de hauteur et un demi-million d'habitants. C'est là que se rendait notre Airbus A320-200 le 26 octobre dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il décollait à la base de Santiago du Chili, il devait se rendre à la capitale du Paraguay. En route, il décide de remettre les gaz. Les conditions météo sur zone sont très mauvaises à ce moment-là, avec du fort orage, des rafales de vent à plus de 40 km/h, à 2500 pieds mer, donc à peu près à 2200 pieds au-dessus du sol. Il décide de remettre les gaz, de se dérouter, de partir se poser au Brésil à côté à Foz de Iguaçu, d'attendre là plusieurs heures, et ensuite de repartir, redécoller plusieurs heures après pour essayer de se reposer à Asunción. Et c'est là qu'il y a eu les soucis au nord, donc peut-être que c'était la même cellule orageuse que plus tôt, mais au nord du terrain, alors qu'il essaie de faire un contournement météo en moyenne altitude, enfin plutôt même en haute altitude, aux alentours des 15-17 000 pieds, il rentre dans une masse beaucoup plus turbulente et beaucoup plus orageuse que prévu. Vous voyez au niveau des images que ça a beaucoup secoué, beaucoup de turbulences, beaucoup de grêle que l'on entend impacter le fuselage qui tient très bien. L'avion continue. Pour une raison à l'instant T non identifiée, la RAT, la Ram Air Turbine, sort, ce qui permet de faire de la génération électrique ou hydraulique, nous en reparlerons. Il y a peut-être probablement eu un souci électrique, voire un souci moteur, double panne moteur à bord à voir, à creuser. Et ensuite, derrière, l'avion a réussi à se poser en toute sécurité. Tout le monde a pu évacuer sans aucun blessé à bord. Et je pense que c'est aussi grâce au port de la ceinture. Le terrain où il comptait se poser, à Asunción, il a été ouvert en 1938, 89 mètres d'altitude. C'est une piste 0,20. Donc quand vous voyez le vent du 200, c'était un vent dans l'axe. 3300 mètres de piste. Il y a déjà eu quelques accidents à cet endroit-là. Pas énormément ces derniers temps. On va dire, le dernier gros accident cause météo, c'était en 1959, c'était un DH106 qui est descendu sous les minimums météo et qui a tapé. Sinon, voilà, c'est pas vraiment une compagnie qui a trop fait parler d'elle, c'est une compagnie qui est réputée sûre et un terrain qui n'est pas spécifiquement connu
hormis pour la météo là-bas qui peut être assez capricieuse, pour des dangers particuliers. L'Airbus A320, c'est un 200 qui avait 10 ans dans le cas de notre vol. Alors, les Airbus A320, vous connaissez bien, hein, c'est Airbus. Premier vol, 22 février 87. Premier client, Air France. Vous avez American Airlines qui en exploite 445, plus gros exploitant. China Eastern, 357. EasyJet en Europe, 321. Et vous avez un prix unitaire, différentes tailles, hein, 318 les plus petits, 80 millions de dollars. Les nouveaux 321 Neo, très demandés. On est plutôt dans les 130 millions de dollars en prix catalogue. Vous avez 10 047 Airbus A320, enfin de la famille A320 en service. 10 697 qui ont été livrés, ça c'était en août dernier. Et de commander plus de 17 396 chiffres de fin août dernier. C'est énorme. Hein. Donc maintenant, c'est le best-seller mondial des monocouloirs. Une masse à vide, ça dépend des versions, de l'ordre de 36 tonnes. Une masse maximum au décollage, encore une fois, ça dépend des versions, 60 à 80, 90 tonnes dans certains cas. Pour une vitesse de croisière, de l'ordre de Mach 0,78, Mach 0,82. Pour la petite histoire, ça croise légèrement moins vite que les longs courriers. Airbus A330, 350, ça va croiser un peu plus vite. Alors ce que l'on a vu, hein, ce qui est assez marquant, c'est ces images avec le radome à l'avant qui est endommagé. Le radome, ce cône radar, il a pour vocation à protéger tout ce qui est émetteurs-récepteurs radio qui sont situés au niveau de l'avion. Leur objectif c'est quoi? C'est protéger l'antenne des intempéries, du vent relatif, mais également améliorer forcément, vous vous doutez bien, l'aérodynamisme de l'avion. Pour la petite histoire, le plus gros radome au monde, eh bien, il est en France. Il est en Bretagne, à Plumeur-Baudou. Vous avez la Cité des Télécoms. C'est une sorte de structure gonflable, 50 mètres de haut, 64 mètres de large. Voilà, c'était le petit instant cocorico. Pas mal, non? C'est français. Les radomes ne sont pas fabriqués dans les avions avec la même matière, de la même manière que le reste de l'avion. Vous voyez bien sur ces images. Pourquoi? Parce qu'il faut que les ondes puissent passer sans aucun souci, et à partir de là, le revêtement est différent, la technologie est un peu différente. Vous avez du fibre de glace époxy, des sortes d'alliages un peu différents qui sont utilisés, des matériaux composites qui sont utilisés pour ce radome, et ce n'est pas quelque chose qui est aussi costaud que le reste de la structure. Donc il ne faut pas être horripilé ou choqué par ces dégâts. C'est beaucoup plus souple, c'est plus prévu pour casser que le reste de l'avion, et vous avez vu que malgré les forts impacts, la structure de l'avion n'a pas bougé. Il y a eu de très fortes variations d'altitude, de turbulence, avec jusqu'à du moins 4000 pieds variaux, de gros impacts au niveau des ailes. Les ailes n'ont pas cassé, les ailes sont souples, ça bouge. Les avions sont faits pour traverser ce genre de masse d'air. Donc vous voyez, il a réussi à se poser en toute sécurité. Pour ce qui est des vitres du cockpit, là forcément, on ne peut pas faire de miracle. Les vitres, leur objectif c'est quoi? C'est protéger l'équipage, les PNT, personnel navigant technique, de l'extérieur. Et les éléments extérieurs, c'est quoi? C'est la vitesse, hein, 0,8 de Mach, donc 80% de la vitesse du son, la température, la pression. À l'extérieur, en haute altitude, il fait moins 56 degrés. Donc on a besoin de ces vitres, mais on a également besoin d'être protégé, donc pression, température, des oiseaux, de la grêle, fuel, neige, toutes ces choses-là. Des feux de synthèse également dans certains cas, on pourra en reparler si ça vous intéresse, dites-le moi, c'est bien connu des navigateurs, les feux de synthèse. Mais pour faire ça, eh bien, il y a 3 couches de verre en fait. Vous avez une première couche qui est du verre durci, semi-trempé, qui est là pour prendre les impacts. Pour la petite histoire, la première collision aviaire, elle remonte au 7 septembre 1905 avec les frères Wright qui se sont pris un oiseau, c'est pas une blague. Je pense qu'à l'époque, les oiseaux n'étaient pas formés sur l'anti-abordage. Donc il faut que ça puisse résister à un oiseau, mais également que ça puisse résister à la grêle. Et vous voyez que là, que malgré les impacts, ça a tenu bon. Il y a eu certains cas dans le passé où des vitres ont pu casser. Là, forcément, c'est beaucoup plus gênant pour pouvoir continuer à piloter l'avion. Mais en basse altitude, ça reste possible. De manière générale, ces vitres, donc vous avez 3 couches, c'est 2,5 à 3 cm d'épaisseur. C'est 4 fois plus épais que pour une voiture. Vous avez une durée de vie pour ces vitres qui est de l'ordre de 20 à 30 000 heures de vol. Ça fait à peu près, voilà, ça dépend, mais une dizaine d'années de vol. Et les 6 vitres, elles sont vendues aux alentours de 100 000 $ d'après les sources que j'ai trouvées. Si vous regardez avec précision, avant de monter dans l'avion, vous voyez qu'il y a une sorte de reflet, de couleur un peu arc-en-ciel comme une tache d'huile. Ça vient d'un reflet, c'est de l'oxyde d'indium éteint. Et en fait, c'est utilisé entre les différentes couches de verre de manière à permettre
a la chaleur de se propager. C'est un gaz en fait qui est utilisé pour éviter les conditions, pour protéger en fait la vitre en cas de conditions givrantes, permettre que le réchauffage puisse se faire partout. Alors comme on a pu le voir sur les photos, la RAT, la Ram Air Turbine, la turbine à air dynamique de l'Airbus A320 était sortie. Donc ces turbines, elles servent à quoi, cette petite hélice? Alors, ce sont des hélices qui font à peu près 80 cm de diamètre et ça va générer, fonction des avions, de l'électricité ou de la puissance pour l'hydraulique. Dans le cas de l'Airbus, ça fait effectivement les deux. Ça va sortir au moment où les deux bus AC sont hors ligne. Donc pour faire simple, les deux générateurs sont hors ligne, soit à cause d'une double panne réacteur, soit par exemple une panne réacteur d'un côté et une panne d'un générateur sur l'autre réacteur. Là, ça va sortir. Ça va tourner à vitesse constante et l'objectif, ça va être de vous amener de l'énergie électrique et hydraulique qui sont absolument nécessaires sur ces avions à commande de vol électrique. C'est présent sur les avions de ligne, c'est présent sur certains avions de chasse américains, ce n'est pas présent par exemple sur le Rafale où en cas de double panne moteur, c'est beaucoup plus compliqué, il faut tirer sur la poignée d'éjection si vous n'arrivez pas à redémarrer. La présence de cette Ram Air Turbine dehors est soit automatique, comme on l'a dit, à cause de la déconnexion des deux bus, soit volontaire. Cela peut être commandé depuis le cockpit. On peut décider de la faire sortir en backup ou si on a un doute. Dans des cas similaires d'avions de ligne qui rentrent dans des orages et où ça se finit moyennement bien, vous avez le Southern Airways 242. En 1977, un DC-9 qui est en Géorgie à ce moment-là, qui, alors qu'il a un radar météo, décide de rentrer dans un orage. Il pense qu'il est moins grave que ce qu'il est, moins puissant que ce qu'il est, et dans ces régions-là, ça peut être très puissant. Il se retrouve avec une double panne moteur, vous avez 85 personnes à bord, il y aura 22 survivants. Les pilotes vont essayer d'amener l'avion vers la route 381, la Georgia State 381, et là, eh bien, malheureusement, alors qu'ils seront en train de toucher la route, leur aile gauche va percuter une station essence qui va donner un couple à l'avion, ils vont finir dans les bois et il y aura également 9 personnes qui vont mourir au sol, dont une famille de 7. Ils seront rentrés dans l'orage vraiment entre 17 000 et 14 000 pieds, les moteurs se seront coupés à cause du volume d'eau et de glace qu'ils vont ingérer et les vitres également seront cassées. C'est vraiment un exploit qu'il y ait eu ces 22 survivants dans ce vol Southern Airways 242 et un des gros points de l'enquête, c'était problème de préparation et de manque de sensibilisation aux dangers de la météo ce jour-là. L'autre point beaucoup plus léger, si ça vous intéresse, dites-le moi, on vous le traitera sur la chaîne, c'est le TACA 110. Le TACA 110, très connu, parce qu'à 16 500 pieds, pareil, on voyait c'est toujours à peu près à ces hauteurs-là, et c'était pareil pour le vol d'aujourd'hui. Eh bien, perte des deux moteurs, trop grosse ingestion de grêle et d'eau, et là il se retrouve en 1988 à poser l'avion à 737 à l'ancienne sur l'herbe du côté de la Nouvelle-Orléans. Une histoire assez incroyable, mais qui montre eh bien, que c'est possible de poser un avion de ligne en plein air, on en a déjà parlé sur la chaîne. Dans ce cas-là, un des gros retours d'expérience, c'est qu'il faut revoir un petit peu le design des moteurs de manière à pouvoir ingérer plus de grêle, ingérer plus d'eau d'un coup, chose qui a été fait. Et c'est pour ça que depuis, vous n'avez pas énormément de soucis de ce côté-là. L'autre point également, c'est le développement des radars météo. Donc les radars météo aéroportés, vous pouvez régler est-ce que je veux regarder vers le bas, est-ce que je veux regarder niveau, est-ce que je veux regarder vers le haut. Deux moyens, en général, sont de la bande X-ray, donc c'est à peu près 3 cm. Vous avez quelques centaines de kilomètres de portée, mais on aime bien regarder à 80, 150 km. Mais il faut savoir que les molécules d'eau, c'est absorbant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, quand vous avez des longueurs d'onde qui sont proches de ce qu'est de l'eau, hein, donc c'est 0,1 à 7 mm, eh bien, vous risquez d'avoir votre onde qui ne vous revient pas. Et si l'onde ne revient pas, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose. Donc ça veut dire que quand vous êtes en vol, vous pouvez avoir, face à certaines précipitations, eh bien, un non-retour et du coup, un biais qui fait que vous pensez qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est parce que vos ondes radar ne reviennent pas. Donc des fois, les zones qui ne sont pas en rouge, des zones qui n'apparaissent pas du tout, c'est des pires zones où il faut surtout pas aller. L'autre piège possible, c'est que vous avez, par exemple, une zone qui ressort beaucoup. Du coup, eh bien, ça vous renvoie vos ondes radar, mais ça cache que derrière cette zone qui est peut-être, on va dire, rouge ou orangée, c'est encore pire et il faut surtout pas y aller. Donc il y a des pièges. Ce n'est pas parce que vous avez un radar météo à bord que vous allez pouvoir tout voir. Il y a ce piège de l'absorption par la molécule d'eau de votre onde radar et c'est pour ça que dorénavant, grâce à la technologie Wi-Fi dans les avions, de nombreuses compagnies, par exemple Air Canada, vont permettre aux équipages
grâce à des abonnements, tout ça, d'accéder en temps réel à toutes les informations qui proviennent des radars météo au sol. Et là, les radars météo au sol, dans certaines zones comme les États-Unis, comme Taïwan, où il y a souvent des gros orages, ils ont investi dans des radars qui ont des ondes différentes, qui envoient sur du 10 cm, et du coup, ça vous permet d'avoir une meilleure conscience de la situation météo, d'autres sources d'informations, et ça vous permet d'augmenter votre compréhension de la zone, votre situation mentale, grâce à ces informations Wi-Fi qui ont un taux de rafraîchissement qui sont peut-être pas aussi bonnes que celles que vous avez avec votre radar météo embarqué, mais qui, à la vitesse aérologique, sont largement suffisantes et permettent d'augmenter la sécurité. Donc tout ça pour vous dire que c'est un point, ces évitements météo, qui est pris en compte par l'industrie. Des modifications sont déjà arrivées dans certaines compagnies, de nouvelles modifications arrivent grâce à cette connectivité, ça va donc dans la bonne direction. De manière générale, pour un pilote de ligne, l'objectif est d'éviter les gros orages, d'éviter ces zones de grêle par le contournement, chose qui a été très bien faite par l'équipage du LATAM dans un premier temps. Ça ne passe pas, on remet les gaz, ils ont fait ce qu'il faut faire. Ils sont exposés ailleurs, ils attendent, ils essayent de revenir. Là, vous avez bien vu que la trajectoire n'est pas directe, de contourner la météo. La météo est pire que ce qu'ils estimaient. Ils se sont fait avoir. Les ailes tiennent bien. Oui, le radeau est abîmé, mais ça fonctionne quand même. Ils peuvent se poser en toute sécurité. Le point important, je pense, c'est tirer un petit peu dire bravo, remercier les motoristes. Dans un cas comme ça, alors on verra avec l'enquête s'ils sont éteints ou pas, mais s'ils sont éteints, ils ont sûrement redémarré, eh bien les réacteurs ont une résilience face à la grêle, une résilience face à d'énormes volumes d'eau assez incroyables. Et je pense que c'est important de se rappeler les accidents qui ont eu lieu par le passé, de voir que les erreurs ou les évolutions nécessaires ont été prises en compte, et ce qui nous permet, le 26 octobre dernier, eh bien de revenir aux bases et de rappeler à tout le monde que si vous voulez, comme les passagers du vol, finir en toute sécurité, attachez bien votre ceinture et l'équipage mettra tout en œuvre pour essayer d'éviter la météo, ou si c'est pas possible, eh bien en tout cas, il y a des procédures et tout a été étudié. Je vous dis à bientôt, peut-être en conférence, peut-être en formation. Maintenant nous sommes Calliope. Et, ah oui, petit point, regardez nos réseaux sociaux parce que ce week-end, à la Fnac des Halles, nous serons présents avec des simulateurs de F-18 pour vous faire vivre l'aventure Top Gun Maverick pour la sortie en DVD, en Blu-ray, du film. Je vous en dis pas plus, ça sera tout sur nos réseaux sociaux. Peut-être rendez-vous samedi après-midi ou alors dimanche. À très vite, fly safe.